ici pour parler des planètes. Aujourd'hui, nous allons parler de planètes, des nouveaux mondes de l'espace. La détection en masse des exoplanètes change notre regard sur l'espace et sur le système solaire. Quelles sont les différentes techniques pour les découvrir et les observer? L'espace connu aujourd'hui est-il suffisant à l'imaginaire des auteurs ou continueront-ils d'inventer des mondes toujours plus lointains? Voilà de quoi nous allons essayer de parler pendant 1 heure avec nos invités. Alors, nos invités, je vais vous présenter d'abord Danielle Martingol, qui est diplômée de l'Université de Dijon sur la littérature de l'imaginaire. Elle s'est ensuite consacrée au métier d'enseignante. Elle a remporté le Grand Prix de l'imaginaire en 2002 avec Les Abîmes d'Outre-mer. Ses derniers livres, pour ce que je sais, sont des anthologies sur les grands auteurs de la littérature française, ça, sur 15 extraits de romans Jules Verne et Victor Hugo, La légende d'un siècle. À côté, nous avons donc Philippe Buchet, qui est un dessinateur et coloriste de BD, passionné de science-fiction. Il a débuté comme illustrateur pour diverses entreprises de communication. Et un jour, il a rencontré Jean-David Morvan, je vous parlerai tout de suite après, qu'ils ont collaboré ensemble sur la série Nomade, puis sur Sillage. Il a reçu le Soleil d'Or en 2000 au Festival de Soliès. Grâce à Sillage, il a remporté aussi 2 fois le prix Essentiel Jeunesse à Angoulême. À côté, nous avons François Forger, qui est directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique de LMD. Il est passionné par la planète Mars. Il a soutenu une thèse de physique sur cette planète. Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu chercheur au CNRS, chercheur CNRS au LMD. Il étudie les atmosphères planétaires, celle de Mars en particulier, et il est impliqué dans de nombreux programmes et études martiens, notamment la sonde Mars Express et le développement du modèle de climat martien. À côté, nous avons Jean-David Morvan, qui est scénariste de bande dessinée, un auteur prolixe, qui a travaillé ou travaille sur de nombreuses séries, à succès ou sans succès. Entre autres, Sillage et Navis. Amateur de space opéra et de monde lointain, il a aussi adapté le cycle de Shai en bande dessinée. Et pour finir, en face de moi, nous avons Robert Charles Wilson, qui est fasciné par les univers étranges et exotiques. Il a commencé sa carrière par quelques nouvelles dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction et Isaac Asimov's Science Fiction Magazine. Il publie par la suite plusieurs romans, dont Vice Versa, Les Fils du Vent, Le Vaisseau des Voyageurs. C'est Darwinia qui le fait connaître en France. Depuis, plusieurs de ses œuvres ont reçu des récompenses littéraires, dont la plus prestigieuse dans le domaine de la SF, le prix Hugo, pour son roman Spin en 2006. Depuis, il a publié d'autres choses, et en particulier Vortex, Dernier Acte, chez Denoël. Donc, madame, messieurs, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, longtemps, l'homme a cru que la Terre était le seul lieu habitable de l'univers. Il a ensuite compris ce qu'étaient les étoiles et les planètes d'abord du système solaire. Il s'est alors levé une nouvelle interrogation: y a-t-il des planètes autour d'autres étoiles? La SF a commencé à abondamment répondre par l'affirmative. La science, elle, a mis plus de temps avant de détecter réellement d'autres planètes. Les plus grosses d'abord, puis des planètes de taille comparable à la nôtre. Donc d'abord, la première question c'est comment on fait, et ensuite en quoi cela peut-il changer les textes des auteurs. Donc François Forger, comment est-ce qu'on découvre des exoplanètes et qu'est-ce qu'une exoplanète? Alors, une exoplanète, bien sûr, c'est une planète autour d'une autre étoile, n'importe laquelle. Et c'est vrai que jusqu'en 1995, on ne savait pas, on ne pouvait pas, on ne parvenait pas à détecter des planètes autour d'autres étoiles. Et la raison, c'est que si on prend juste avec un télescope comme ça, les deux, évidemment, à plusieurs années-lumière, les étoiles sont loin, sont juste à côté. Et puis, surtout, l'éclat d'étoiles est extrêmement brillant. Par exemple, si on essayait de détecter le Soleil, la Terre à côté du Soleil, le Soleil est 1 milliard de fois plus brillant que la Terre à côté. Donc c'est impossible, quoi. Donc, mais heureusement, c'est pas ça qu'on essaie de détecter. Ce qu'on essaie de détecter quand on essaie de détecter les planètes, c'est le fait que les planètes tournent autour de l'étoile, mais que l'étoile aussi tourne autour du centre de gravité commun. On fait un peu de physique. Bref, ça bouge, ça fait bouger les étoiles. Et donc, grâce à cette astuce, on a réussi, donc depuis 1995, puis surtout depuis 2000, à détecter ce petit mouvement en utilisant la spectroscopie, etc.
Et peu à peu, on a pu d'abord effectivement découvrir les grosses planètes à côté des petites étoiles, parce que les petites étoiles, les grosses planètes les perturbent beaucoup, elles bougent beaucoup. Et puis depuis, par centaines, on a pu découvrir des planètes avec cette méthode-là. On a aussi une autre méthode qui est très efficace, parce qu'elle permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe. C'est lorsque, par chance, ça arrive assez souvent finalement, on voit un système planétaire par la tranche de la Terre. À ce moment-là, de temps en temps, il y a une planète qui passe devant l'étoile. Alors on ne la voit pas vraiment. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'étoile est un tout petit peu moins brillante pendant le moment où elle passe, un peu comme une éclipse, comme une toute petite. Et à ce moment-là, on arrive non seulement à détecter la planète, mais on peut voir son rayon, sa taille. Et comme avec la méthode de perturbation, on peut à peu près estimer la masse, on apprend plein de choses, la masse, l'orbite, où elles sont. Et ce qu'on a découvert donc ces dernières années, c'est qu'il y en a plein. Il y en a plein partout, non seulement des grosses, mais plein de petites. Et on pense maintenant, et ça c'est une révolution, ça fait peu de temps qu'on arrive à, on va dire, extrapoler les dernières découvertes. On est maintenant à peu près convaincu que quasiment toutes les étoiles ont des planètes autour d'elles. Ça c'est quand même une révolution parce qu'on n'était pas sûr. On pensait bien qu'il y avait des planètes ailleurs. Mais que vraiment ce soit aussi commun, c'est vraiment une révolution. Et puis en plus, on voit une diversité. Le système solaire n'est pas du tout typique. Il y a toutes sortes de trucs, des étoiles, des grosses planètes qui sont très près de leur étoile, des orbites très excentriques, pas du tout, avec des saisons énormes, enfin tout est possible. Et donc finalement, je dirais, la science, pour une fois, dans un débat comme celui-là, je pense que l'astrophysicien va pas être le rabat-joie. Au contraire, on va dire, mais non, ça aussi c'est possible, on voit plein de choses. Voilà. Alors, comme je le disais en introduction, la science-fiction n'a pas attendu la science pour parler des planètes et des choses. Je pense que ça fait très longtemps qu'on parle de planètes et on a imaginé des planètes un peu partout dans l'univers depuis très très longtemps, en science-fiction. Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui était, en ce qui me concerne personnellement en tant que lectrice au départ, un des grands moteurs de mon propre goût et de ma propre passion pour la science-fiction, c'était l'hypothèse qu'il puisse y avoir d'autres planètes quelque part, que des auteurs avaient joué avec ce postulat et plaçaient des civilisations, des cultures tout à fait différentes sur ces mondes. Le jour où je me suis mise à écrire, j'ai tout naturellement eu envie d'imiter ce genre de choses. Donc, comme moi j'écris pour la jeunesse, je précise quand même ce détail qui peut avoir son importance. J'ai essayé de reconstituer dans mes propres livres des choses qui m'avaient plu, notamment en tant qu'adolescente, cette porte ouverte, cette fenêtre formidable qu'était la science-fiction pour essayer d'imaginer d'autres mondes. Alors, je ne sais pas, on entrera certainement dans les détails au cours du débat, mais en fait, dans la littérature jeunesse, la construction d'une autre planète est peut-être moins fouillée, moins élaborée que dans un roman pour adultes. On va peut-être entrer beaucoup moins dans les détails du biotope, etc., comme on peut le faire dans un roman pour adultes. Mais moi, j'essaie, dans la mesure du possible, de faire des choses qui puissent être quand même cohérentes, enfin que ça puisse fonctionner. Oui, il y en a certaines qui fonctionnent peut-être pas, mais l'essentiel c'est peut-être au départ de faire rêver le jeune lecteur. Alors maintenant une question que j'ai envie de poser à tous les auteurs, donc vous avez déjà en partie répondu, mais je propose à Robert Charles Wilson de commencer à répondre à cette question. Est-ce que les dernières découvertes scientifiques vous servent et vous nourrissent dans vos écrits? The simple answer is yes. Interestingly, in the early 1960s, the U.S. government commissioned a report from the RAND Corporation. It was called Habitable Planets for Man, which always raised for me the question, what were they exactly planning to do? But this was a completely scientific document. It was a complete listing of the various kinds of stars, what the habitable region around these stars might be, what might constitute a habitable atmosphere, the range of habitable sizes of planets in terms of their gravity, surface gravity, the composition of atmospheres. It was a wonderful resource for science fiction writers for many years. Unfortunately, it was a very obscure volume. It was hard to find. I came across a copy in the 1970s
owned it for years and really forgot that I had it until the 1990s when the science fiction writer Robert J. Sawyer came to visit me at my house, and he was looking at my bookshelves, and he suddenly started shouting, "Habitable planets for man, habitable planets for man." I'd forgotten I had the book. I assumed it was some sort of political slogan. I just said, right on, habitable planets for man. He offered me $50 for the book. I was willing to sell it until he said that every science fiction writer should own a copy, in which case I decided I would rather have it than him. But I think it demonstrates there's been a scientific interest in this subject for a long time. And it's been extremely obliging of science recently to equip us with such a cornucopia of new planets. It's much appreciated. I think we should all tip our hats to the scientific community. If only they had put these a little closer to home, it would have been even more convenient. The paradox, of course, is that we're looking at planets that we can only dream of reaching, and that can't be reached in a human lifetime. That's what makes them so tantalizing. But we live in a wonderful time, and it's a very fertile time for science fiction writers, I believe. Donc la réponse simple, ce serait oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a longtemps, il y avait un rapport gouvernemental établi par le gouvernement américain qui était un rapport de commission qui s'appelait Planète habitable pour l'humanité. Et bon, c'était un peu étrange, et en fait, c'était un document scientifique qui faisait un listing complet de toutes les étoiles connues, de la région habitable pour avoir des planètes habitables par l'homme, de ce qui était une définition d'une atmosphère habitable, une gamme de taille nécessaire pour soutenir ce genre de biotope, les composantes gravitationnelles qui étaient plus ou moins vivables et utilisables, la composition de l'atmosphère, etc. Et en fait, c'est une ressource absolument fascinante pour un auteur de science-fiction. Et en fait, c'était un volume assez étrange, j'ai pas connu du tout, assez obscur. Je suis tombé sur un exemplaire, j'en avais un dans les années 70, et je me suis complètement oublié que j'avais ça jusqu'à les années 90, où l'auteur de science-fiction, Robert J. Sawyer, qui est venu chez moi, il examinait mes étagères et la bibliothèque, et là il s'est mis à hurler « Planète habitable pour l'homme! Planète habitable pour l'homme !» Moi je sais pas ce que j'avais complètement oublié l'existence de ce livre, je pensais que c'était un espèce de slogan politique, Planète habitable pour l'homme. Et il m'a offert $50 pour acheter cet exemplaire. J'étais prêt à le lui vendre jusqu'à ce qu'il explique que tout auteur de science-fiction se doit d'avoir cet exemplaire dans sa bibliothèque. Je me suis dit que je préférais l'avoir moi que lui. Mais ça démontrait vraiment l'intérêt de la science pour le sujet déjà à l'époque. Moi je me demandais un petit peu ce que le gouvernement américain espérait faire avec ça quand même. Mais je trouve très obligeant de la part de la science de nous équiper avec tout un inventaire et de merveilleuses ressources, de tout un inventaire de nouvelles planètes qu'on découvre tous les jours pour faire de la science. Et donc je pense qu'on devrait tous tirer notre chapeau aux scientifiques qui nous équipent avec tout ce merveilleux attirail. Ce serait peut-être un peu plus pratique si la planète pouvait être un peu plus proche de la Terre, mais bon, parce que là, toutes ces planètes-là, ça nous fait rêver. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça nous fait tellement rêver, c'est qu'on ne peut pas rêver de les atteindre avec les moyens techniques actuels dans une durée normale. Une vie entière ne suffirait pas à atteindre ces planètes-là, mais je trouve que c'est absolument merveilleux et que oui, c'est une époque merveilleuse pour être un auteur de science-fiction en ce moment. Alors, j'ai posé la même question à Jean-David Morvan. Est-ce que ça vous sert, ces planètes? Est-ce que vous suivez l'actualité sur les découvertes? En fait, ma première réponse serait l'inverse, ce serait de dire non, parce que nous, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des planètes, en plus qu'on sait qu'il y a des gens qui y habitent, puisqu'on fait de la science-fiction et qu'on lit des romans de science-fiction, il y a des planètes autour des soleils, il y a des gens qui y habitent, donc on n'avait finalement pas vraiment besoin de la science pour le savoir, ce qui est quand même un avantage. Maintenant, c'est quand même vachement intéressant, mais c'est pas une surprise pour nous en tout cas. En fait, c'est une surprise que pour les gens qui ont besoin de preuves. Voilà. Mais nous, on n'a pas vraiment besoin de preuves. Donc, oui, on peut dire quand même que il y a deux choses à dire. La première, c'est que dans les théories de formation des planètes, il y avait par exemple, alors ça fait longtemps que c'est démodé, mais l'idée qu'il fallait qu'une étoile rase une autre étoile, quelque chose d'extrêmement probable pour arracher un peu de matière et former les planètes. Et ça aurait été extrêmement rare. Donc il y a toujours un doute, on ne sait pas. Donc à ce moment-là, les planètes auraient été très rares, il n'y aurait que des étoiles. Ce n'est pas le cas. L'autre truc à dire, c'est que les découvertes nous montrent des systèmes planétaires qui sont très différents de ce que l'on voit dans le système solaire. Et donc, j'aurais envie de dire, regardez, les cas les plus communs sont peut-être pas du tout comme la Terre. Alors,
plupart des cas ont été envisagés par les auteurs de science-fiction. Mais je vais vous dire ce qui est le plus commun a priori ailleurs. Les étoiles, comme le Soleil, les étoiles qui sont à la base du Soleil, qui sont blanches, ok, on appelle les étoiles G dans le jargon. Et ce qui fait que pour être dans une zone où il y a de l'eau liquide, où la vie est agréable, il faut être à une certaine distance, 150 millions de kilomètres. Mais si vous regardez autour de nous, dans les galaxies, dans le voisinage, la plupart des étoiles sont beaucoup plus petites. La grande majorité sont beaucoup plus petites. Ce sont des petites étoiles rouges, des naines rouges. Et ces naines rouges, pour être à la bonne distance, pour avoir des océans comme sur Terre, il faut être un peu plus près, même beaucoup plus près. Donc dans ce cas-là, d'abord vous avez un gros soleil rouge, mais surtout il se passe un truc que vous avez déjà vu dans la science-fiction, mais que maintenant on réalise, c'est que à cause du fait qu'on doit être plus près, les forces de marée gravitationnelle, vous allez dire c'est quoi? Oui, c'est des forces qui font bouger l'océan, etc., ralentissent leur rotation et font exactement le même effet que la Terre a eu sur la Lune, c'est-à-dire que la Lune vous présente toujours la même face au Soleil, à la Terre. Et donc ça fait la même chose. Donc à ce moment-là, on se retrouve dans le cas des planètes, où vous avez toujours la même face qui est présentée du côté du Soleil, et puis il y a un côté nuit permanent. Alors si vous regardez la science-fiction, c'est un cas qui est... Moi je me souviens, je lisais Yoko Tsuno quand j'étais petit, je crois qu'il y a une planète, là, comment elle s'appelait déjà? Je sais plus. Vinéa, et je crois qu'il y a eu un Vinéa à un moment donné se retrouve comme ça, etc. Dans Fondation, il y a ça aussi. Bon, ça c'est un cas, et ça doit être le cas le plus abondant, bien plus courant que la Terre classique, etc. Un autre cas qui doit être très abondant, et ça va être vraiment une révolution quand on a commencé à découvrir les planètes. En fait, on pensait que tous les systèmes solaires, théorie nous montrait, encore une fois, que les planètes géantes, les grosses planètes, vous savez, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, elles étaient géantes parce qu'elles se formaient loin des soleils, là où il faisait froid, il y a plein de glace, plein de gaz, ça fait des grosses planètes. Et nous, on était plus près, on formait des planètes rocheuses, tout était simple. Et donc, normalement, toutes les planètes habitables devraient être des planètes rocheuses. Et en fait, on a découvert que dans la plupart des cas, non. Les planètes géantes, effectivement, se forment loin de leur étoile, mais après, pour des raisons un peu compliquées, elles se mettent à migrer au moment de la formation. Et elles se rapprochent des étoiles. Très souvent, on voit des planètes géantes, on appelle des Jupiter chauds, qui sont juste à côté de l'étoile, plus près de Mercure, plus près que Mercure. Mais surtout, on voit aussi très souvent des planètes géantes qui sont dans cette fameuse zone habitable, là où il y a de l'eau liquide, où c'est confortable. Ça veut dire qu'un cas très courant, alors peut-être les planètes géantes, c'est pas confortable. Gros nuages, il n'y a pas de surface, c'est la grosse densité, grosse gravitation. Par contre, vous avez, autour de toutes les planètes géantes dans le système solaire, vous avez plein de satellites. Et donc un cas aussi qui doit être très très classique, c'est les satellites planètes géantes habitables. Alors, ça c'est un cas classique, par exemple James Cameron pour Avatar a imaginé que sa planète serait dans ce cas-là. Et c'est pas par hasard, James Cameron, moi je l'ai déjà rencontré parce que c'est un fan de science, très actif sur Mars, très actif. Et il suit de manière très proche, donc c'est un exemple un peu de ce que vous disiez. Lui il suit de très très près et s'inspire de l'espèce de réalité au fur et à mesure qu'on découvre des choses. Il s'inspire vraiment de beaucoup de choses. Oui. Il est actif. Hein. Il aime bien s'inspirer des trucs. Ok, bon, en tout cas en science, nous on se plaint pas. Donc voilà, il y a plein d'autres. Et je pourrais continuer en fait. Plein d'exemples qui, à mon avis, pourraient peut-être inspirer, en tout cas, ne serait-ce que de dire que le cas le plus classique, c'est pas la Terre petite, c'est d'autres cas très différents. Ça peut peut-être inspirer. Voilà. Alors, Philippe Bucher, dans un autre genre, pas pour imaginer les planètes, mais pour les dessiner, quand on dessine un système solaire, est-ce qu'on se sert de ce que c'est la science? Ou est-ce qu'on laisse en imaginer? Forcément, moi c'est souvent calqué sur notre système solaire qu'on connaît mieux finalement. Mais je rentre jamais trop dans le détail finalement de ce genre de choses. C'est l'environnement qui m'intéresse, c'est les personnes qui y vivent. Je fais pas une science-fiction qui soit assez précise en science et en technologie, puisque finalement ce qui nous intéresse, au moins dans la série Sillage, c'est les personnages, c'est plutôt la société, la façon dont les gens vivent. Mais ce que je voulais dire, c'est ce qui est intéressant, c'est que les auteurs de science-fiction dans tous les domaines, c'est des défricheurs aussi. Donc la science les rejoigne à un moment et qu'eux extrapolent, c'est leur métier. Et donc c'est toujours plaisant de voir que la science, finalement, elle découvre, elle valide l'imaginaire, et ça c'est la chose la plus plaisante. Bah, c'était dur pour la science au départ d'accepter que la Terre était ronde, par exemple. Donc au fur et à mesure, la science évolue un petit peu au fur et à mesure. Ouais, mais c'est pas les auteurs de science-fiction qui ont inventé que la Terre était ronde. Ouais, non, c'était aussi un scientifique qui était intéressant. Non, mais
cela dit, c'est vachement intéressant. La grande différence, moi je suis là, je suis fan de science-fiction, mais réfléchissez bien, moi je travaille beaucoup sur Mars, on envoie des robots, on les pilote. Alors les histoires de martiens c'est formidable, moi j'adore. Mais notre robot, vous avez peut-être vu les trucs, il est vraiment là-bas. Il est vraiment là-bas. On a vraiment construit, on a vraiment envoyé. Alors vous voyez à la télé, on voit à peine la différence entre des images science-fiction, vous avez des astronautes qui se baladent sur une planète et puis votre robot. Mais quand on le vit, quand on le fait au quotidien, c'est une réalité, c'est un vrai monde, ça existe vraiment. Et quand je vous parle de ces planètes-là dont on découvre, elles sont réellement là. Et donc, j'espère que ce n'est pas seulement être rationnel et dire c'est là, etc. C'est aussi, je crois, une forme d'émotion. C'est-à-dire que c'est une réalité. Ce monde, ces planètes que l'on voit, on les identifie, des fois on est maintenant, on commence à voir pour nous, c'est bien pour nous, des spectres, donc on va regarder ce qui se passe. Et c'est une réalité. Et pour moi, je crois qu'il y a une vraie part d'émotion dans le fait que c'est quelque chose qui est réel, aussi réel que l'océan ou de la neige. Et voilà, je pense que ça fait une différence et j'espère que ça ne peut que créer des histoires vraies ou pas vraies, mais susciter des émotions et des bonnes histoires. On en parlait hier et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est important dans ce truc-là pour les auteurs de science-fiction, c'est que ça ramène aussi des nouveaux lecteurs à la science-fiction, parce que en fait, les gens commencent à se dire que c'est possible, etc. Donc je pense que ça crée aussi une émulation chez les lecteurs de découvrir des nouvelles choses, donc finalement c'est bien pour nous. Et l'inverse est encore plus vrai. Le fait de faire des choses qui ressemblent de plus en plus à la science-fiction, un gros robot qui se déplace sur la face de Mars, ça ramène plein de fans de science-fiction. Alors, donc, là, nous avons parlé donc, de planète, de réalisme et tout ça, et je vais poser la question un petit peu plus précise à Robert Charles Wilson. Est-ce que le réalisme, c'est important lorsqu'on écrit un livre de science-fiction? Je parle pour les planètes.